Oui, alors je vais commencer, comme chaque fois, à remercier les gens qui m'envoient, alors d'abord en général des t-shirts ou des polos, hein. Alors je vais déjà remercier, alors je peux pas tous les porter, hein, je viendrai à celui que je porte après, parce qu'il faut faire des choix. Je remercie les sapeurs-pompiers de Paris pour m'avoir offert ce magnifique polo. Énorme respect pour les sapeurs-pompiers de Paris, les soldats du feu, bien évidemment, ces corps constitués qui travaillent dans l'intérêt général pour peu d'argent. Il faut les saluer systématiquement. J'ai reçu aussi ces deux polos qui sont intéressants. Celui-là, qui est le maillot du GAO, voilà, je remercie. Hein. Donc, pour que les gens comprennent, on va montrer ce qu'il y a tout dos. Voilà. Je pense que ça a à voir avec des forces d'intervention spéciales. Hein. Donc on serait plutôt du côté des militaires, donc je les remercie. Beaucoup de militaires nous soutiennent, c'est important, hein, pour la révolution à venir. J'ai aussi ce maillot très intéressant qu'on m'a envoyé, qui est le maillot de la mission de pacification de la Libye. Donc ça, ce sont des militaires français qui ont participé, puisqu'ils étaient aux ordres, et qui m'ont bien dit dans une lettre regretter totalement le sale boulot qu'ils ont fait en détruisant la Libye de Kadhafi, et qui ont parfaitement conscience aujourd'hui que tout ce qui se passe en Afrique centrale est lié à cette destruction qui s'est faite sous les ordres de Bernard-Henri Lévy. Hein, voilà. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Donc je remercie les pompiers, les militaires pour leurs envois. Alors le très joli, je montre maintenant celui que je porte, c'est la cerise sur le gâteau. Là, ça m'est carrément envoyé par le service de protection rapproché du Premier ministre. Hein, voilà. Pour vous dire que j'ai des amis très haut placés dans la maison. Et on va peut-être même encore grimper encore un peu plus haut. Là, j'ai ce très joli cadeau qui m'a été envoyé, qui est une plaque qui a été faite à mon nom par la direction centrale de la police judiciaire. Donc je pense que ça, c'est un petit message qui est envoyé au gradé de la police à Manuel Valls, qui a tendance à confondre la place Beauvau avec une milice personnelle ou une milice communautaire pour une vendetta antipatriote. Hein, voilà. Donc je la montre. Donc merci à mes amis policiers, merci à mes amis pompiers, merci à mes amis militaires de soutenir le combat patriote que je mène et que nous menons avec égalité et réconciliation. Voilà. Et puis petit message envoyé à ceux qui instrumentalisent l'appareil d'État contre d'authentiques résistants. Nous sommes là depuis 1500 ans et nous sommes là encore pour plus longtemps. Eux ne font que passer. Hein, voilà. J'espère que le message est bien compris. Ultime petit cadeau que je vais montrer, alors ça c'est très joli aussi, c'est une écharpe de maire et que je vais porter d'ailleurs, qui m'a été envoyée par un maire communiste de la région Rhône-Alpes, comme soutien au travail de réconciliation nationale que fait Égalité Réconciliation. Ce qui veut dire aussi que beaucoup d'élus, notamment des élus locaux, ceux qui sont au contact du peuple et qui font le travail, pas les hauts gradés qui touchent pour trahir et qui évitent le peuple ou dont on prépare toutes les sorties pour qu'ils ne soient pas face au peuple en colère. D'ailleurs, ils ont même, malgré tout, de plus en plus de mal à ne pas les croiser face aux caméras. Les cérémonies du 11 novembre perturbées en France. Le cortège du président François Hollande a été copieusement hué sur les Champs-Élysées. Avant même que le président sorte, 3 pancartes l'attendent. Elles portent le slogan « Hollande dégage ». Puis François Hollande quitte la mairie d'Oyonnax. Donc je remercie aussi ce maire communiste de la région Rhône-Alpes pour m'avoir fait don de son écharpe tricolore. C'est un symbole, et d'ailleurs je vais la porter pendant toute l'interview.
Avec grand plaisir. Alors oui, la grande question, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a action-réaction. Mon travail de dissidence et mon travail explicatif comment dirais-je, contre un pouvoir inique fait son effet, et le pouvoir s'en inquiète et réagit. Il y a une espèce de logique aujourd'hui qui m'amène à être systématiquement envoyé au tribunal et à être condamné de façon souvent assez unique, mais bon, vous connaissez la fameuse phrase « je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays ». Hein, la justice est toujours une justice aux ordres, hein, par définition, même dans un état de droit. Hein, faut pas rêver, je ne rêve pas. Donc j'ai été condamné récemment, vous le savez, à la suite de 2 procès, un de Lalicra et un de Bertrand Delanoë. On reviendra sur le fond de ces 2 affaires, à 35 000 € d'amende. Donc j'ai fait un appel aux dons parce que le vrai marqueur pour savoir si les gens vous suivent, c'est pas juste qu'ils consomment vos vidéos comme un spectacle et ça les fait rigoler, c'est quand ils sont là en soutien quand ça va mal. J'ai lancé un appel aux dons pour ces 35 000 €. J'ai pratiquement reçu la totalité de cette somme en 10 jours, ce qui est époustouflant. Et alors, en plus, comme ce sont des dons, il y a l'identité des gens, je peux dire là clairement, quand on regarde les patronymes, que ce sont des dons qui viennent de tout type de citoyens français. Hein, il y a des noms à consonance française de souche, maghrébine, français d'origine polonaise, espagnole, portugaise, des petites gens qui donnent 10 €, des gens qui donnent jusqu'à 500 €, donc des gens du peuple, des gens de la bourgeoisie. Il y a vraiment, je dirais, un consensus patriote au sens, je dirais, vraiment républicain français, hein, c'est-à-dire non racial et social. Et c'est très rassurant, parce qu'effectivement, si ça ne marchait pas, je serais fragilisé, puisqu'on a bien compris aujourd'hui que le pouvoir, pour me faire taire, me tape au porte-monnaie. En réalité, ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire, et ils ne font que ça. Donc je remercie infiniment les gens qui me font des dons, que ce soit des dons de 5 € ou de 500 €, et que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire le travail que je fais. Et comme je le dis clairement, je suis prêt à aller jusqu'à la prison, il n'y a pas de problème, pour continuer à défendre une certaine idée de la France, et je dirais même une idée certaine de la France et de la vraie France. Et j'irai avec d'autant plus de fierté que je sais que vous me soutenez. Voilà. Et je le rappelle, tous les grands acteurs de l'histoire, à un moment donné, sont passés par la case prison, parfois même par la case assassinat. Il faut être cohérent, je ne suis pas un guignol d'extrême gauche, je ne suis pas Besancenot. Et comment s'habituer à tout? On s'habitue au licenciement, on s'habitue au suicide au travail, on s'habitue au sans-logis, au profit, à Cahuzac, aux banques qui nous arnaquent, aux fachos qui tuent les militants antifa, on s'habitue au racisme, à la haine. À la guerre. Je sais très bien que quand on s'attaque à un pouvoir inique, ce pouvoir inique se défend, et se défend de façon ignoble, puisque de toute façon, la façon dont il se défend ressemble à ce qu'il est. Hein, c'est-à-dire un pouvoir dégueulasse qui se défend et qui attaque de façon dégueulasse. Voilà. Donc, merci et je continue. Là, j'ai 7 procès en même temps, plus d'autres à venir, et ma femme passe pratiquement tout son temps à aller chercher des convocations en recommandé chez les huissiers et à la poste. C'est pratiquement tous les jours. Hein. Voilà. Par exemple, récemment, j'ai été convoqué chez un juge d'instruction à la demande de l'inénarrable Frédéric Aziza. Et vous avez vu ce qu'il disait aussi, Larouche ? Je vais vous citer ce qu'il disait. Il a mis en cause ce qu'il a appelé les banquiers juifs de la City, qui manipuleraient jusqu'à la reine d'Angleterre, qui elle-même tirerait sa fortune du trafic de drogue. Non, il n'a jamais dit ça dans ces termes exacts. Si, excusez-moi, il a dit ça. C'est qu'il y avait, entre autres... Il a dit ça, excusez-moi, il a dit ça. Manuel Valls a dénoncé le week-end dernier à La Rochelle le rôle néfaste joué par 2 personnalités. Il a parlé nommément d'Alain Soral et de Dieudonné dans le cadre de ce nouvel antisémitisme, de ce qu'on a vécu cet été. Il a même dit que le combat contre ces 2 hommes devait être poursuivi car il en allait de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Comment mener ce combat ? Hein ? Alors que pourtant j'avais bien dit Aziza, je te veux si tu veux de moi. Aziza, je te veux si tu veux de moi, danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Je recommande d'ailleurs aux gens qui vont au tribunal me soutenir. Aziza est systématiquement présent au tribunal, à mon avis dans l'espoir de se faire agresser. Au revoir Frédéric.
Frédéric Aziza est venu tout chapeauter, il était dans le box des journalistes, perché comme un corbeau dans le box des journalistes, et en fait il briefait les deux avocats de la LICRA et du BNVCA en leur donnant des conseils et tout. Alors exactement comme les gens qui soutiennent Dieudonné ont eu l'extrême intelligence de chanter la Marseillaise face à la LDJ, qui est vraiment la meilleure stratégie. Quand vous êtes face à Aziza, chantez Aziza, je te veux si tu veux de moi, c'est-à-dire la merveilleuse chanson de Balavoine, pour bien montrer que nous sommes dans une démarche d'égalité et de réconciliation. Allez, veux que je te casse ton truc? Non. Oh oui, s'il te plaît, fais-nous plaisir, allez Freddy. Fais-nous une chanson. Aziza, je te veux si tu veux de moi. Chante avec moi. Alors, après, je précise plus avant, je suis convoqué chez un juge d'instruction à la demande d'Aziza qui n'est pas content des commentaires qu'il y a sur le site quand ça parle de lui. Alors, je rappelle que les commentaires, c'est pas moi qui les écris, qu'on a bien dit que les gens qui les mettaient en ligne, les gens qui les écrivaient étaient responsables, on les modère quand même relativement, pour qu'il n'y ait jamais d'appel au meurtre, etc. Et je fais remarquer que moi, sur tous les blogs, vous pouvez regarder, je suis en permanence insulté, diffamé, menacé de mort, notamment sur les sites sionistes, etc., sans jamais que ça émeuve la justice. Là, moi, je suis convoqué chez un juge d'instruction à la demande d'Aziza. Voilà. Et il m'envoie au tribunal, il y aura un procès, il me fait un procès qui aura lieu en 2014. Hein, voilà. Pour effectivement l'avoir un peu ridiculisé. Aujourd'hui, voilà, quand un sioniste ridicule est ridiculisé, il vous envoie au tribunal. Mais tout ça, comme je dirais l'autre, je me sacrifie un peu pour que les gens puissent vérifier les dysfonctionnements totaux de la République, du système policier, du système judiciaire, qui a été mis entièrement au service d'une communauté qui, je le rappelle, se réclame d'un pays étranger, un pays d'apartheid, au nom d'un suprémacisme racial et théologique. Hein. Petit rappel, voilà. Et là pour nos Carolines, mais chacun l'appelle Line. Oui, mais pour l'apprivoiser, il ne faut pas se montrer trop pressé. Ah oui, alors encore plus drôle, je suis, là j'ai la convocation d'ailleurs, je suis convoqué là par la police, parce que Caroline Fourest a porté plainte contre moi, qui serait censé être le directeur de publication du site, toujours pareil, égalité et réconciliation, parce que nous avons relayé sur le site un article qui venait d'ailleurs d'un autre site, qui disait que Caroline Fourest avait bidonné une interview dans un documentaire qui était passé sur Arte. Vous leur parlez de l'actualité, de la guerre et de l'état du monde, eux n'y voient que des vérités cachées, des journalistes vendus et des complots à chaque coin de rue. Eux, ce sont les conspirationnistes. Des sites qui se disent indépendants, mais généralement pour vous vendre de drôles de propagande. Avait bidonné une interview sur le 11 septembre. On a simplement relayé cet article. Hein. Elle a porté plainte contre moi, avec constitution de partie civile, et moi je suis convoqué par la police pour ça. Vous voyez ? Voilà, donc ça veut dire que Aziza peut me faire convoquer par des juges d'instruction à sa demande, et mademoiselle Caroline Fourest, lesbienne, hystérique, qui fait partie de tout l'appareil de persécution qui a été mis en place par le système, je pense qu'on l'a amplement démontré, a les moyens de me faire convoquer par la police quand ça lui chante. Voilà. Donc, Le problème, c'est que quand on a fini de rire à ces blagues-là, ce ne sont plus des bananes qui volent, mais ce sont aussi des quenelles, à tour de bras. Les quenelles, vous savez, c'est ce drôle de tic, un peu ancien, une sorte de salut nazi inversé pour apprentis antisémites en semi-érection. Là, c'est pour le coup une vraie pratique sexuelle à risque. À force de la pratiquer, on s'est même laissé dire que le cerveau n'était plus tout à fait irrigué, et peut-être même disponible pour les complots du bon docteur Soral. Enfin, un universaliste. Quelqu'un qui déteste le genre humain dans son ensemble. Il déteste autant les femmes que les homosexuels, il déteste ceux qu'il appelle les burricots, mais il déteste aussi bien sûr les juifs,
Et si on est tout à fait juste, il préfère quand même de loin détester les Juifs. Oui, alors là aussi, l'énorme scandale, c'est que la LICRA prétend nous faire interdire 5 livres que nous rééditons chez Contre-Culture, mais qui sont édités par d'autres, dont un dictionnaire dont nous avons racheté les droits, qui est un dictionnaire des propos historiques depuis 2500 ans, on va dire, depuis que le langage se transmet, quoi, depuis les Égyptiens, un dictionnaire de propos sur les Juifs, Israël et le sionisme. Hein, voilà. C'est un dictionnaire de citations dans lesquelles on sait ce que Cicéron pensait de la question, ce que Shakespeare pensait de la question, ce que Voltaire pensait de la question, ce que Napoléon pensait de la question, ce que Allende pensait de la question, et ce que Bobby Fischer pensait de la question. Vous voyez ? Et bien ça, la LICRA a obtenu, contre l'avis du parquet et contre l'avis du procureur de la République. Le procureur de la République a considéré que l'action intentée par la LICRA devant le juge des référés n'était pas justifiée et qu'il fallait débouter la LICRA de toutes ses actions et renvoyer les dossiers devant le juge du fond, qui était le seul compétent pour apprécier les dossiers dans toute leur étendue. C'est-à-dire contre l'avis du tribunal, a obtenu par un jugement prononcé par 2 femmes du tribunal de Bobigny, sans doute membres du syndicat de la magistrature, de faire caviarder 4 livres et pilonner le 5e. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la LICRA, qui est le bras armé de la communauté organisée, a les moyens d'interdire en recourant à soi-disant la loi française qui est rendue au nom de la République, de la démocratie et du peuple français, de faire en sorte que les Français ne puissent pas savoir ce que les grands personnages historiques de l'histoire, Dostoïevski, Victor Hugo, que ces grands personnages historiques pensent de la question juive. Voilà. Boursiers qui tont le peuple, usuriers qui le trichent, gais soupeurs de chevet, ventrus, coquins et riches, amis de foule de le juif et de Maupas le grec, laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère, engraissez-vous, vivez et faites bonne chère, mangez, moi je préfère probité, ton pain sec. Voilà. Donc on a toujours effectivement cette éternelle diffamation infondée du juif usurier, du juif fauteur de guerre, du juif traître à la nation qui l'accueille. Évidemment, propos totalement délirants, mais partagés quand même par l'immense majorité des penseurs, des poètes et des hommes politiques depuis les Égyptiens jusqu'à 1945. Voilà. Le monde est fou. Donc aujourd'hui, ça, la LICRA a réussi à obtenir pour l'instant, en première instance, du droit de la justice française, du bras armé de la justice française, d'interdire que les Français puissent y avoir accès. On en est là aujourd'hui. Hein. Voilà. Et ma réponse, ça a été de dire que je vais rééditer les évangiles, peut-être même d'ailleurs les écrits antisémites de Voltaire, pour voir si la LICRA arrive à les faire interdire, et les écrits antisémites de Luther, hein, qui est quand même le père du protestantisme majoritaire. Hein, voilà. Ça sera ma réponse. Voilà. Mais c'est pour vous dire dans quel climat on est aujourd'hui. Hein, voilà. Et évidemment, c'est des condamnations qui ont pour but de nous taper monstrueusement au porte-monnaie. Hein. Les demandes de condamnation se montent à pratiquement 200 000 €. On n'en est pas là pour l'instant en première instance, mais c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire ma ruine et la ruine de toute l'organisation de résistance qu'on a réussi à mettre en place. Hein, voilà. Alors là c'est pareil, je m'étais amusé de façon d'ailleurs annexe à rigoler sur ces socialistes soi-disant intègres en parlant de l'affaire Cahuzac. Ils ont chopé Cahuzac qui a fini par avouer ce que tous les initiés savaient, c'est que de toute façon on ne peut pas être un homme politique de premier plan et ne pas avoir de compte bancaire, soit chez Clearstream, soit en Suisse, soit... À Chypre, c'est pas recommandé en ce moment, mais enfin dans les paradis fiscaux où on planque du pognon qu'on ne peut pas justifier. Et j'avais dit, Delanoë comme les autres, etc., sans doute, etc. Hein, je vous dis pas la fortune cachée que doit avoir un type comme le maire de Paris pour toutes les rétrocommissions qu'il doit toucher depuis des années sur les travaux qui sont faits sans appel d'offres et qui font que Paris est un chantier permanent, en général d'ailleurs absurde. Hein. Il a réussi à me faire condamner à première instance pour diffamation, pour injure et diffamation, je crois. Et là, notre réponse, c'est qu'on a mis sur le site un dossier très très fouillé sur ce qu'est Delanoë, son parcours, la mairie de Paris, où on voit des dysfonctionnements dans tous les sens, qui jamais effectivement ne peuvent aboutir directement et de façon irrécusable à de l'enrichissement personnel.
En fait, Delanoë est un type un peu comme Jésus, il multiplie le vin et le pain, mais lui, il boit pas, il bouffe pas. Il reste à jeun. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est démontré qu'il y a de l'enrichissement dans tous les sens dans son entourage. Hein, ça arrose à tout va. Mais lui, il touche jamais. Je me méfie de l'argent quand il influence les idées ou les comportements. Je n'aime pas l'argent qui rend arrogant, l'argent qui crée des différences entre les gens dans leurs relations humaines, dans les relations amicales, dans les relations d'estime, d'intelligence. Mais j'ai jamais eu ce problème, je vous le dis franchement. Ça, c'est Paris! Ça, c'est Paris! Alors moi, j'aimerais un jour qu'on sache comment, avec ses revenus personnels officiels avoués, il peut justifier de sa maison en Tunisie, de sa maison en France, etc. Nous, on va continuer à faire le travail d'enquête, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est immédiatement condamné pour injure et diffamation, alors qu'il n'y a pas diffamation quand je dis ça. Et sur l'injure, c'est encore plus ambigu, parce que si c'est une digression théorique que je fais, donc je vais pas dire Bertrand Delanoë, je vais par exemple dire embrayage, puisque chacun sait que l'embrayage c'est la pédale de gauche. Et si je dis par exemple que embrayage est une petite pédale, c'est un peu vulgaire, mais c'est à aucun moment donné une injure et une diffamation. C'est pas une diffamation parce que c'est un constat réel, il est petit et il est pédé. Bertrand Delanoë, êtes-vous hétérosexuel ou homosexuel? Je suis homosexuel, sinon vous ne m'auriez pas invité à participer à votre émission. Et ce n'est pas non plus, je dirais, une injure, parce qu'aujourd'hui, avec le mariage pour tous, c'est l'idéologie dominante. Être homosexuel, aujourd'hui, c'est être un homme supérieur, à la page, progressiste, voire même de gauche, parce que c'est tout ce qui reste à peu près à la gauche. Je me bats depuis des années pour la reconnaissance des droits des homosexuels et plus généralement pour l'égalité des droits entre hétéros et homosexuels. Là, on est au cœur du cœur d'une philosophie de la vie qui postule l'égalité des droits et la similitude des êtres humains. Alors c'est normal qu'on trouve toute la gauche rassemblée là-dessus, quoi. Donc si je dis qu'embrayage est une petite pédale de gauche, normalement, c'est pas condamnable. Et si même je vais plus loin et je dis c'est une petite pédale de gauche de la gauche des enculés, puisque c'est pas la gauche sociale, et on l'a démontré amplement, c'est la gauche qui s'est moquée des travailleurs et qui est en fait une gauche totalement d'argent et une gauche paillette et une gauche bourgeoise, ce n'est pas non plus une diffamation, c'est un constat. Donc si je dis qu'embrayage est une petite pédale de gauche de la gauche des enculés, normalement, c'est ni une injure ni une diffamation. Hein, c'est simplement une manière un peu vulgaire de dire les choses. Et les choses telles d'ailleurs qu'il les revendique, puisqu'il a fait son outing et s'est fait pratiquement élire là-dessus. Je me suis dit peut-être que si je banalise un peu, peut-être que si je réclame pour tous le droit à l'indifférence, sans me prendre pour plus important que je ne suis, peut-être que j'apporterai un petit quelque chose. Peut-être que je suis assez banal pour que le fait qu'on sache que je suis homosexuel, ça puisse rendre les choses plus simples pour d'autres gens, j'en sais rien. En tout cas, c'est dans cet esprit que je le fais. Hein, donc il n'y a pas d'atteinte à la vie privée, et parce que il revendique d'être de cette gauche, de pas être du tout de la gauche sociale, et il le démontre par l'explosion, dans la gestion parisienne, effectivement, des impôts locaux et de la violence sur le petit peuple de Paris qu'il a achevé de chasser après Chirac, hein, d'ailleurs. Il y a une continuité de ce point de vue-là. Donc là, la question que je pose, qui est une question théorique, hein, attention, hein, là, il n'y a rien de personnel là-dedans, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui que la diffamation, voyez ? Qu'est-ce que l'injure, qu'est-ce que la diffamation, hein ? Voilà, et je verrai en appel, effectivement, comment sera traité le sujet, si la condamnation tombera ou si elle sera aggravée. Mais de toute façon, nous, dans le laps de temps, on continue à faire le boulot d'information et d'enquête sur Delanoë, et vous verrez qu'on est les seuls à le faire aussi bien. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je me fais taper au porte-monnaie, et que le but, c'est de me dissuader de faire un travail qui n'est plus fait pratiquement par personne, qui est un travail de journalisme, d'enquête, et un travail de vérité. Voilà. Oui, alors effectivement, quand je parle d'agression, ça c'est aussi le gros sujet. On a quelque chose de très grave, c'est le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls.
ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Catalan, nationalisé français en 82 et éternellement attaché à Israël, ce qui veut dire qu'il fait que passer, quoi. La France, c'est un moyen de promotion et un lieu de transit pour lui. Comme dirait Attali, un hôtel. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients, parce que sinon les clients s'en iront. Valls, ça fait 2 fois déjà qu'il me déclare la guerre à moi et à Dieudonné, c'est-à-dire qu'il me désigne comme l'ennemi public numéro 1. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite. Ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Je pense aux propos de ce Dieudonné, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le chef du maintien de l'ordre, il est là pour produire de la violence, du désordre et de quelque chose de l'ordre de la guerre civile, quoi. Donc il n'est pas tout à fait dans sa mission. Tout ça pour des raisons, comment dirais-je, je dirais presque qui ont à voir avec la milice privée et les intérêts communautaires. Le résultat pratique, c'est que c'est un peu une licence to kill ou une licence to aggress. C'est qu'immédiatement derrière, la librairie, notamment, où j'ai donné une signature il n'y a pas longtemps, Librairie Facta, qui est une librairie de livres anciens, a été dévastée et agressée. On mettra les images. Alors ici, c'est la librairie Facta, qui a été fondée en fin 2005 par Emmanuel Ratier. Ça fait presque 9 ans que cette librairie est ouverte et dans laquelle on vend tous les livres de la dissidence qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai eu la désagréable surprise en arrivant ce matin, donc mardi à 11h30. En ouvrant la porte, j'ai vu que la vitre avait été forcée. Et après, en ouvrant, je me suis rendu compte qu'un liquide, on va dire de la peinture rouge, avait été envoyé au travers de toute la librairie. Et ce qui est tragique, c'est que ça fait quand même, après la condamnation par la LICRA, qui nous demande de pilonner des livres ou de les censurer, on a là des gens, c'est à mon avis, il y a eu des autocollants qui ont été collés dans le secteur, c'est à mon avis plus les antifas que la LDJ, bien que c'est la même chose, c'est les deux faces d'une même médaille en réalité. Ces gens-là de plus en plus agressent et détruisent des livres. C'est-à-dire que la seule réponse qu'ils ont à apporter à notre proposition de culture, d'analyse et de travail historique, c'est de détruire des livres. On est plus dans l'autodafé. Là, ils ont bousillé avec de la peinture rouge des livres anciens et ils ont cassé une librairie. On voit quand même que la peinture a traversé le livre. C'est pas une question de valeur de livre, c'est plutôt le symbole. Donc là, j'attends, je demande à Valls ce qu'il compte faire, effectivement, pour que les responsables soient châtiés, et que je dis bien que si des gens se permettent d'aller casser des librairies où j'ai fait une signature quelques jours avant, c'est bien parce que lui-même me déclare la guerre en tant que ministre de l'Intérieur. Ces groupes avaient et ont la nostalgie du pétainisme, de ces heures rances, moisies, où la France s'est perdue, où la France n'était plus elle-même. Flatter cela, c'est être du côté de l'infâme. Et la République devait agir. Et nous allons continuer. Et c'est ce gouvernement qui a cassé les reins de ces groupuscules d'extrême droite et qui continuera à le faire à chaque fois que la loi l'exigera, parce que dans la République, il n'y a pas de place pour ces groupes et pour ces discours. Je parlerai notamment de la deuxième agression que j'ai subie l'année dernière. Il y a une enquête en cours. On a les photos des agresseurs qui enlèvent leur cagoule dans le métro sous les caméras. Je pose la question solennellement aux policiers et à M. Valls. Comment voulez-vous qu'une enquêtrice puisse trouver les coupables de mon agression quand son supérieur hiérarchique et le chef de toute la police me déclarent ouvertement la guerre? C'est-à-dire qu'il est évident que même si les coupables de ma dernière agression, on peut les retrouver, une enquêtrice qui est un fonctionnaire et qui a un plan de carrière
a tout intérêt à ne pas faire le boulot jusqu'au bout. Donc c'est exactement ça qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que Manuel Valls est responsable des agressions que je subis et des agressions que subissent notamment les libraires qui relaient notamment le dernier livre que j'ai fait avec Nolo, qui se vend bien et qui semble agacer terriblement. Alors, dialogue désaccordé, combat de blanc dans un tunnel, c'est une conversation par email que vous publiez effectivement avec Alain Soral. C'est un livre extrêmement sulfureux, vous le savez, qui pose une vraie question. Est-ce qu'on peut dialoguer avec tout le monde? Est-ce qu'il fallait donner cette tribune à Alain Soral? C'est quoi la prochaine étape? Un tennis avec Richard Millet, un hammam avec Renaud Camus, une belote avec Dieudonné ou Forisson, où tu pourrais inviter Zemmour pour faire le 4e. Voilà. Donc ça, c'est des choses, l'histoire est longue, dont on reparlera un jour, car je rappelle que Valls n'est jamais que le ministre de l'Intérieur du gouvernement socialiste. Je crois qu'il fait à peu près 15% de satisfaction chez les citoyens français. Il y a peu de chances, bon, peut-être même s'il se rêve Clémenceau, je crois que des fois il rêve un peu, qu'il reste très très longtemps à sa place. Les Français patriotes sont là pour eux pour très longtemps. Hein. Ils ne disparaîtront que si la France disparaît, ce qui est possible, il y en a dont c'est le projet. Hein. Et donc, on en reparlera dans 3 ans, 4 ans, hein, voilà. Hein. Moi, je serai toujours là sur mon canapé, ou même en prison, mais c'est pas grave, je ferai toujours mon boulot. Gramsci l'a fait pendant 25 ans en prison, et il est rentré dans les livres d'histoire. Valls, lui, ne rentrera pas dans les livres d'histoire, et il sortira de la politique, comme est en train d'en sortir d'ailleurs en ce moment Mélenchon, et comme en sont sortis beaucoup d'autres petits joueurs avant eux. Voilà. La quenelle, ce qui veut dire prends dans ton cul. Oui, alors là, ça fait partie effectivement de cette stratégie d'agression verbale, d'agression symbolique, d'agression réelle, qui va après jusqu'à la désinformation complète, avec toujours ce rôle des médias mainstream complices. On a découvert que Canal+, qu'on pensait être une télévision subversive et branchée et transgressive, était aussi un des bras armés de la guerre menée contre Dieudonné. Et on l'a vu avec le très très mauvais sketch de la petite belge là. Dieudonné, je crois pouvoir m'exprimer au nom de pas mal de mes contemporains pour te dire que tu nous les brises menus, que tu nous fatigues et que franchement, si c'est ça, un humoriste engagé, alors Popek doit se retourner dans sa tombe. Donc, ton avis sur la Shoah, sur la démocratie, sur les médias et le fameux complot judéo-maçonnique mondial, je te propose de le rouler en petites boules bien serrées, de l'humecter légèrement et de te l'insérer délicatement dans le rectum, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Merci Myriam. Très malsain, très scato, très... Elle, ma repentée, elle doit avoir du mal aujourd'hui à se balader dans la rue. Hein. Elle n'a peut-être pas compris le soutien populaire de Dieudonné. Effectivement, le CRIF a dû lui envoyer une lettre de félicitations, mais elle est un peu obligée de raser les murs dans le monde réel, parce que c'est ça la situation. Hein. Il y a le monde réel, et puis il y a l'oligarchie et les médias au service de l'oligarchie. Hein. Donc là, dans la désinformation, on a vu qu'il y a un tel phénomène de masse sur la quenelle, qui est fait à peu près par tous les corps constitués et tous les braves gens de France. Comme un geste d'insoumission à ce pouvoir inique que je viens de décrire sous toutes ses formes, hein, que là, les médias à la botte montent au créneau pour essayer de régler le problème, et ils le font par le mensonge et la désinformation. Effectivement, est-ce que la quenelle est un geste antisémite? C'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations. Disons que ce qui est préoccupant, c'est que ce geste, dans sa dimension anti-système, dans sa dimension subversive, il vient quand même... ce geste a une origine... antisémite, quoi, hein, c'est-à-dire les spectacles de Dieudonné. Donc c'est quand même inquiétant que ce truc se popularise. Donc aujourd'hui, ils essayent de faire croire, sous les ordres de l'extrême droite sioniste, que la quenelle, ce geste d'insoumission, serait un geste nazi inversé. La signification du geste est floue, symbole anti-système pour les uns, mais pour d'autres, il s'agit clairement d'un signe antisémite, et ils s'en sont plaints directement au président de la République. C'est le geste inverse du salut nazi. D'ailleurs, si c'est un geste nazi inversé, c'est-à-dire que c'est un geste anti-nazi, au sens symbolique, c'est vrai, c'est un geste d'insoumission à un pouvoir violent, inique et même profondément racialiste. Donc c'est peut-être effectivement un geste anti-nazi, c'est possible, ça l'est même certainement, mais eux essaient de faire croire que c'est un geste de sodomisation des victimes de la Shoah. C'est une sodomisation, hein, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Alors là, c'est tellement obscène et grotesque, parce que c'est évident que quand on voit Dieudonné, on pense immédiatement à Adolf Hitler, vous voyez, que je dis,
c'est même bien parce que ça contribue à disqualifier de plus en plus les médias comme menteurs systématiques. C'est même dangereux parce que les gens qui disent que ça, c'est un geste de nazi et que Dieudonné est un nazi, comme ce sont les mêmes qui défendent la thèse officielle sur les chambres à gaz, c'est dangereux parce que des gens pourraient se mettre à en douter, vous voyez, tellement ils se disqualifient. Donc c'est stratégiquement très bête, très brutal, parce que ces gens-là sont d'une très grande brutalité, c'est ce qu'on découvre un peu plus, et je pense que ça, une fois de plus, se retournera contre eux, exactement comme quand Bernard-Henri Lévy a déclaré la guerre à Dieudonné dans Le Point, il y a déjà maintenant 10 ans. Hein. Écoutez, je crois qu'il n'est pas condamné par des personnalités comme moi, je crois qu'il est condamné aujourd'hui par tous les gens à peu près raisonnables. Là, je crois que les gens sont écœurés, quoi. Il y a un moment où trop c'est trop, il y a une espèce de nausée. Les Français n'aiment pas ça. Je crois qu'on est... La France est un pays beaucoup plus sain que ça. Dieudonné remplit les zéniths, et tous ceux qui finalement s'attaquent à lui systématiquement, même s'ils sont protégés, couverts et financés par l'oligarchie, tendent à se disqualifier totalement. Je rappelle que Bernard-Henri Lévy vend 4000 livres en moyenne aujourd'hui par livre, que moi j'approche les 70 000 pour comprendre l'Empire. Hein, c'est la réalité. C'est la réalité libraire, ça. Hein, c'est pas la réalité média. Voilà. Et donc là, on a une énorme offensive. Alors on a eu complément d'enquête, je crois qu'il est en train de monter le dossier, qui sera sans doute sorti quand je parlerai. Allô ? Monsieur Soral, bonsoir. Nous décidons de l'appeler. Avouez, monsieur Soral, que vous entretenez une certaine ambiguïté quand vous le faites dans un endroit aussi symbolique, ce geste, que le mémorial de la Shoah. Pas pour moi, pour moi c'est symbolique de rien du tout. Ça veut dire, vous les sionistes qui vous servez de la Shoah pour nous terroriser, nous empêcher de critiquer un État de type néo-nazi qui est l'État d'Israël actuel, cette manipulation, ce chantage ne marche plus, c'est ça que ça veut dire. Alors nous on dit oui, on a le droit de parler de tout, même de ça, et on vous emmerde. Vous entendez bien ma phrase ? On vous emmerde, voilà. BFM TV. Et voici donc sa réponse sur la quenelle. Il y a de tout. Il y a la quenelle farce et attrape, la quenelle noce et banquet, et puis il y a la quenelle ultra politique, qui est la mienne, vous voyez. Alain Soral a choisi de se prendre en photo devant le mémorial de la Shoah à Berlin. Quel est le message? Comment vous décririez le message, c'est vous commencez à nous faire chier, vous, la toute-puissante communauté juive organisée, dite communauté sioniste. La logorée va commencer, 38 minutes au total. On a Rue 89, soi-disant site internet anticonformiste de gauche qui nous fait à peu près un sujet par semaine. Alors un coup c'est pour dire que j'aurais touché 300 000 € des Iraniens. Une somme totale de 118 000 francs, 1 180 000 centimes répartis à égalité. 118 000 francs, 1 180 000 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. Pensez bien que si c'était vrai, je me serais déjà fait choper par le fisc et par le Mossad. Et puis après, c'est en disant que je fais un peu de pognon et que j'aurais gagné 50 000 € cette année. Pour un mec qui prend 3 millions d'euros chez les Iraniens, se faire chier comme je me fais chier pour gagner 50 000 €, c'est un peu contradictoire, mais c'est pareil, il tente un truc tous les 3 jours. Évidemment, il est possible que j'ai gagné 50 000 € l'année dernière. Oui, je paye des impôts. Et si vous ramenez ça, effectivement, à ce que je gagne par mois pour un type de 55 ans, dans 35 mètres carrés sur un canapé Ikea, je gagne beaucoup moins d'argent que tous les gens qui me crachent à la gueule. C'est une évidence. Hein, voilà. On pourrait s'amuser à chercher les salaires des gens de Canal+, de Apathy, l'ancien marchand de bagnoles d'occasion de Bayonne. Traitez-nous de voleurs tant que vous y êtes. Mais traitez-nous de salaires. Traitez-nous de voleurs tant que vous y êtes. Mais plein les poches. Qu'est-ce que ça veut dire? dire votre salaire. Plein les poches. Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, je le mérite, mon salaire. Mais peut-être, alors dites-le. Comme vous. Eh bien, dites-le si vous le je ne méritez. vous le dirai pas. À titre de comparaison, Laurent Ruquier touche 40 000 € par mois, Laurence Ferrari 70 000, Nico Saliagas 80 000, Benjamin Castaldi 105 000. Quant à Michel Denisot, il gagnait entre 100 et 200 000 € par mois lorsqu'il présentait le Grand Journal. Bien, donnez-nous votre salaire. Combien vous gagnez? Mais c'est moi qui le paye. Combien vous gagnez? Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Dites-le français. Des animateurs de Canal, quoi. Ou de Hanouna, je crois, qui s'est plaint parce qu'il gagnait que 25 000 € par mois, ou je sais pas trop quoi. Dans le journal du dimanche, l'animateur vedette de D8 déclare toucher 25 000 € par mois. Je suis animateur et producteur de Touche pas à mon poste, mais D8 a fait une bonne affaire. Pour 40 000 €, elle a une émission qu'elle peut rediffuser plusieurs fois par jour sans rien payer en plus.
Je gagne 25 000 € par mois, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à d'autres animateurs, c'est très peu. À la fin du mois, il ne me reste pas grand-chose. Il y a déjà des gens qui ont prétendu que c'était pas 25 000 mais 100 000, je crois. Voilà. Donc on voit que le système essaye de nous disqualifier par tous les moyens, que les médias mainstream font le travail de désinformation, c'est la Pravda, quoi. Un bras tendu vers le bas, une autre main sur l'épaule, voici une quenelle. Comprenez, ce bras d'honneur popularisé depuis 10 ans par l'humoriste sulfureux Dieudonné. Ça n'est pas un geste d'extrême droite, c'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. On vous entend beaucoup accuser, attaquer Dieudonné et Soral. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui des ennemis de la République et de l'intégration républicaine qui sont à la fois les xénophobes et les racistes d'extrême droite, mais aussi les communautaristes qui essayent d'exploiter le racisme et l'exclusion pour alimenter eux-mêmes une haine. C'est tellement grotesque et vulgaire et brutal que même si à très court terme, c'est un effet de masse et un effet de terreur un peu, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Sur le long terme, il se disqualifie chaque jour un peu plus. Je rappelle que Libération a encore perdu 30% de ses lecteurs depuis le début de l'année. Le grand direct des médias qui s'intéresse aujourd'hui à Libération, dont les ventes s'écroulent, une chute vertigineuse de plus de 40% sur les derniers mois. Décryptage avec vous, Bastien Millot. C'est vrai que ce chiffre qu'on a appris ce matin est plutôt surprenant. Oui, c'est un chiffre, Jean-Marc, qui le fait frémir, puisque Le Figaro en parlait avant-hier et l'AFP hier. La presse nationale française subit la plus grave crise de son histoire. Tous les titres, je vous dis bien, tous les titres, à l'exception de La Croix, subissent un recul de leurs ventes. Ce qui fait qu'ils doivent, je ne sais pas combien ils vendent, si on enlève ce qu'ils distribuent gratuitement dans les aéroports, dans les hôtels de luxe et dans les abonnements dans les bistrots bobos du centre-ville, ils font moins que moi. Ils font quotidiennement moins que moi dans les vidéos. Et je parle pas de Dieudonné qui arrive à faire des... 2 millions de vues la vidéo. 2 millions de vues, putain, l'impression monte. Faites grimper les chiffres parce que ça les rend complètement malades. Vous vous rendrez compte, on fait plus que des émissions du service public qui coûtent une fortune aux contribuables, à vous, à moi. Hein. Donc le résultat pratique est là. Hein. C'est-à-dire que cette désinformation systématique arrive à un point... comment dirais-je, d'inversion totale en termes d'inefficacité. C'est-à-dire que ça ridiculise les médias dominants et le peuple de France commence à se rendre compte que vraiment c'est n'importe quoi, et pas seulement TF1 et France 2, hein, Canal+ aussi, et aussi les pseudo-sites dissidents comme Rue 89, Mediapart, etc. Et nous, notre réponse à Égalité Conscience, c'est qu'on met l'organigramme, on met les financiers. Nous, on est entièrement autofinancés par nos petits bricolages de PME, effectivement. Et eux, on voit effectivement les liens avec le Nouvel Obs, le grand capital français, le sionisme international. Voilà, on fait ce travail, c'est ça le travail sérieux. C'est chercher, effectivement, chercher l'argent. Hein, à qui profite le crime, on va dire, et d'où vient l'argent. Alors quand on le fait sur nous, effectivement, on trouve 3 petites PME qui vendent des produits écologiques et des livres. Et effectivement, on arrive à dire qu'on a gagné quelques dizaines de milliers d'euros pour payer nos gars, quoi. Mais eux, par contre, on arrive à des millions d'euros. Hein, voilà. Donc, continuer à faire comme ça, effectivement, ça nous permet de faire le boulot. Alain Soral a choisi de se prendre en photo devant le mémorial de la Shoah à Berlin. Au mémorial de la Shoah à Berlin. Le sulfuré Alain Soral le fait au mémorial de la Shoah. À l'écran, une photo d'Alain Soral, donc idéologue de l'extrême droite, comme vous l'avez dit, Laura, en train de faire le statut... Au mémorial de la Shoah. Au mémorial de la Shoah à Berlin, exactement. Oui, alors ça, je vais en parler parce qu'il faut... Alors déjà, j'ai fait des photos quenelles, j'en fais 3 par jour, 5 par jour. Toute la journée, je croise des gens dans la rue qui veulent faire une photo quenelle. Alors il y a 2 ans, je suis allé voir une amie à Berlin, on s'est baladé dans tout Berlin. J'ai rencontré d'ailleurs des sympathisants Égalité et Réconciliation dans le métro, dans la rue, à Berlin. Des francophones, des Français, des francophones, très populaires aussi à Berlin. Et à un moment donné, je suis arrivé dans cet endroit ignoble, là où il y a des espèces de stèles. Qui n'est d'ailleurs pas un endroit où il y a eu des morts, hein. C'est un quartier de Berlin qui a été défiguré
pour humilier le peuple berlinois, toujours pareil, à cause de la Shoah, hein, évidemment. C'est comme une immense tache grise sur la conscience de la capitale allemande. À 2 pas du Bundestag, 60 ans après la chute du Troisième Reich, un mémorial grand comme 2 terrains de football, dédié aux Juifs d'Europe victimes de la dictature nazie. Je pense que c'est trop grand. Cela aurait pu être moitié plus petit. En tout cas, disent ses défenseurs, le mémorial prend beaucoup moins de place que les milliers de logements berlinois volés aux déportés. Et j'ai fait une petite quenelle là-bas, qui veut bien dire que j'en ai marre de l'instrumentalisation de la souffrance des Juifs d'Europe centrale entre 1933 et 1945, utilisée aujourd'hui par le sionisme international, que c'est obscène et insupportable, et que il est évident que c'est une manipulation qui est de plus en plus dégoûtante. C'est la même manipulation qu'Aziza qui dit j'invite pas le nazi Soral car mon grand-père est mort dans les camps, alors que c'est un juif algérien du décret Crémieux. Hein. Beaucoup aujourd'hui de juifs qui nous emmerdent dans leur soutien systématique à Israël, dernier état d'apartheid du monde, usurpent la souffrance de la Shoah, alors qu'ils viennent en général d'Afrique du Nord, où ils n'ont jamais vu un soldat allemand. Hein. C'est ça le message. Mon message, c'est ça. Ce n'est pas un message d'injure envers les morts de la Shoah, c'est un message d'insoumission envers les manipulateurs sionistes de la Shoah. Et comme je voudrais pas que ce soit mal pris, je répète bien aujourd'hui que ce geste-là, je ne vais plus le faire, parce que je voudrais pas qu'on m'a dit qu'il y avait un survivant de la Shoah qui avait porté l'étoile en 40, qui avait été choqué par ce geste. Alors je le salue au passage, je veux le rassurer. Alors je ne ferai pas d'ironie en disant qu'il est toujours vivant et que donc il a survécu alors que moi tous mes ascendants sont morts. Hein. Donc bon, ça prouve qu'on peut quand même survivre à tout ça. C'est tant mieux. Hein. Mais je voudrais bien dire effectivement pour qu'ils ne s'inquiètent pas du tout, je ne vais plus du tout faire ce geste-là aujourd'hui. À partir de maintenant, je fais celui-là. Et je rappelle bien que ce geste-là d'insoumission, c'est le geste de Clémenceau dans les tranchées face aux Boches. Hein, voilà. Donc nous, ce geste-là, ça veut dire, c'est le geste des Gaulois, des Français qui refusent de coucher avec les Allemands. Vous voyez ? Mais ça veut dire quelque chose. On ne couche pas avec les Allemands, nous. Hein, voilà. J'espère que c'est bien compris. Voilà. Donc, fini la quenelle pour Soral. Il y avait une fois de bons copains, poil dans la main, rien dans la poche, mais des tas de choses dans la caboche qui s'en allaient par les chemins. Ah bah, alors la stratégie de désinformation systématique va aussi jusqu'à essayer de faire en sorte de ne me fâcher moi avec Dieudonné, en mettant en ligne des fausses conversations par mail, ce qui déjà tombe sous le coup de la loi, qui sont relayées par tous les médias, alors que c'est normalement... Ça tombe sous le coup de la loi de relayer des correspondances privées, qui sont des correspondances manipulées pour faire croire qu'il y a engueulade alors qu'il y a discussion. Alors je rappelle, que je suis le témoin de mariage de Dieudonné et de Noémie, que je les embrasse, que Dieudonné et moi sommes les meilleurs amis du monde, et que la réponse toute simple à ces rumeurs, c'est que nous sortons dans quelques semaines avec Dieudonné le 2e tome de la bande dessinée que nous avons faite ensemble avec Zéon, et qui s'appelle Yacht People. Hein. Donc voilà, vous verrez que dans quelques semaines, nous allons faire une promotion, moi et Dieudonné, de cette bande dessinée excellente, avec sans doute une signature à la main d'or, et que vous n'êtes pas prêts d'arriver à nous fâcher, moi et Dieudonné, malgré toutes les manipulations et les mensonges que vous essayez d'orchestrer, car j'ai bien compris que le petit jeu qui se mettait en scène, c'est d'essayer de nous fâcher, Dieudonné et moi, de nous séparer, et de nous récupérer séparément pour après pouvoir nous étouffer un peu plus. Donc moi, on essaie de me dire, si tu te sépares de Dieudonné, tu peux peut-être revenir, on a compris que tu avais du talent et tu étais même un bon businessman. C'est un des articles de Rue 89 pour dire que le site Égalité Réconciliation est très performant et très bien fait. C'est dommage qu'il y ait la question sioniste et juive, parce qu'on associe toujours les deux, trop présente, et que Soral soit trop sur ce sujet. Ce qui veut dire que le message subliminal qui m'est lancé, c'est si tu laisses un peu tomber ce sujet-là, tu pourras bouffer. C'est exactement le message que tu m'avais envoyé la communauté organisée en 2004, quand j'ai subi mon agression très violente à la librairie, qui a disparu d'ailleurs depuis.
j'avais été convoqué par la commandanture, c'est-à-dire des cadres de l'organisation sioniste française, qui m'avaient dit « Si tu ne parles pas d'Israël, tu peux revenir. Sinon, ça va être la mort et la misère. » Voilà. Et de l'autre côté, Dieudonné, on lui envoie l'autre message. « Si tu arrêtes de fréquenter Soral le blanc, Soral le facho, tu peux redevenir un comique antiraciste. Regarde ton ami Jamel Debbouze. Suis son chemin. » Et je trouve que c'est vraiment terrible, injuste, c'est dégueulasse. Le travail du Front National d'essayer de rassurer cette petite vieille dame qui est dans la Creuse en lui disant on va vous débarrasser de l'immigration, comme si c'était le mot de la France. C'est une bonne nouvelle pour la France, l'immigration. Elle rapporte de l'argent à ce pays, il faut l'encourager vivement. Ensuite, vouloir revenir en France, c'est complètement aberrant. Je pense qu'on va vite se retrouver dans la merde avec leur politique. Son chemin de déshonneur et de faillite comique, mais c'est pas grave. Donc, Dieudonné et moi, on est très conscients de ça, que vous voulez nous séparer, nous racheter séparément, pour après, effectivement, faire de nous ce qui est devenu Jean-Marie Bigard ou... Non, c'est le mec qui finit de manger avec sa femme et il dit « Chérie, tu vas pas me voir pendant 5 minutes. » Elle dit « Tu vas acheter des clopes ?» Il dit « Non, je vais t'enculer. » Elle est un peu brutale. C'est vrai que la chute arrive un peu vite. Ou, comment dirais-je, ou Thierry Ardisson. Après le sketch de Dieudonné chez Fogiel, vous le soutenez? Je le soutiens comme j'ai soutenu tous les gens. Oui, d'accord, mais il ne faut pas soutenir tous les gens. Il faut soutenir les gens qui méritent d'être soutenus. Non, ça c'est-à-dire que Dieudonné, une fois qu'il a fait son sketch antisémite chez Fogiel, vous n'avez plus à le soutenir. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Dialogue désaccordé, une conversation par mail entre vous et Alain Soral. Oui. Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite, islamophobe, homophobe. Soral, le forisson du net. Oh, je ne vais même pas employer de mots. Quoi, Bigard, j'ai un certain respect pour lui. Quant à Ardisson, quand il me croise dans la rue, il se sauve. Pour ne pas avoir à croiser mon regard et à me dire bonjour. Avec son gros cul et son maquillage, il se démaquille même plus maintenant. Et là, on dirait un petit vieux, et il longe le mur, là, rue Saint-Honoré. Comme ça, il se sauve comme une vieille dame qui aurait écrit à la police, hein, en 40. Il me fait rire, quoi, voilà. Parlons d'autre chose. Oui, alors il y a aussi les défis, c'est-à-dire les gens qui disent ostraciser Soral, l'insulter n'est pas la bonne stratégie, il faut lui répondre du tac au tac sur le terrain du dialogue, parce que comme il monologue sur son canapé, comme si j'avais choisi de monologuer, hein, je monologue parce que plus personne ne veut me donner la parole et m'apporter la contradiction. Alors, ce qu'il faut, c'est lui porter la contradiction, car la cohérence de son discours monomaniaque s'effondre dès qu'on lui fait face. Alors il y en a un qui a essayé, qui est Éric Nolot, dans un bouquin qu'on vient de sortir, qui s'appelle Dialogue désaccordé, qui se vend plutôt bien. Éric Nolot vient d'écrire un livre d'entretien avec Alain Soral. Pour lui, le boycott est contre-productif, comme avec le FN dans les années 90. Pendant des années, on nous a dit ça n'existe pas le FN. C'est une bande de fachos, faut les laisser, faut pas leur parler. On ne parle pas avec eux et on ne parle pas d'eux. Vous voyez le brillant résultat? On essaye de faire la même chose avec Soral et Dieudonné. Ça ne marchera pas non plus. Et au contraire, ça les conforte dans une posture de victime, de martyr. Pour combattre leurs idées, Éric Nolot dit qu'il faut dialoguer et les réfuter face à face. Et là, vous pourrez juger par vous-même en le lisant ou en lisant les critiques, par exemple, de Amazon, qui ne sont pas des critiques manipulables, qui a gagné dans la joute, hein. Et d'ailleurs, Nolot a été convoqué, lui tout seul, pour parler du livre, jamais moi. Hein. Il n'y a pas que le retour de Sarkozy dont on parle dans le microcosme politique, il y a aussi la montée de l'extrême droite, thème sur lequel surfe Éric Nolot dans son nouveau livre, Augustin. Éric Nolot qui sort aux éditions Hugo et compagnie un livre avec Alain Soral, Dialogue désaccordé. Bonjour, Alain Soral, c'est l'un des pestiféré médiatique de l'époque, catalogué révisionniste, antisémite, complotiste, homophobe. Pourquoi lui avoir offert cette tribune d'une certaine façon? Vous faites un beau cadeau à Soral, c'est ça que vous faites. Un beau cadeau. Il faut que vous sortiez de votre bulle. Nolot, Soral, un beau cadeau. Il faut que vous sortiez de votre bulle. Il y a longtemps que je suis dans ma bulle. Moi je pense que vous auriez dû juste faire une préface pour expliquer la pensée de Soral et qu'on comprenne en réalité. Comme quoi il y a des gens il se passe quelque chose quand même. Qui a dit que j'étais ininvitable dans les médias? Ah si, Cohen, avec la liste de Cohen, mais normalement il n'est pas censé avoir le pouvoir en France sur les médias, quoique... Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter
Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à... Mais on a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Donc Nolo a été convoqué pour qu'on lui reproche d'avoir dialogué avec moi. Et il lui a dit, oui mais je lui ai apporté la contradiction, j'ai mis à mal son argumentaire point par point. Il s'agit de le combattre, je réponds à tout ce qu'il dit, pied à pied, point par point. Moi je m'y oppose, point par point, pied à pied, et je défends pied à pied et point à point des convictions humanistes. C'est-à-dire je réponds point par point, je combats pied à pied, mais je reste droit dans mes bottes et dans mes convictions. Je réponds point par point, je le contredis pied à pied. Et contrairement à ce qui se passe dans ces vidéos, il y a quelqu'un en face pour lui répondre. Bon, vous pouvez vérifier que je lui ai mis la fessée intégralement. Hein. Ce que tu dis de l'antisionisme est complètement faussé dans la réception par le truc obsessionnel sur ce que tu nommes la période 33-45, qui est en fait la période de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration. Tout ça, ça donne l'impression, et qui est quand même justifié... Qui n'est pas non plus un sujet central chez moi. Je revendique simplement le droit, pour les gens qui veulent étudier cette période, d'avoir le droit de le faire, et je suis contre la loi Guesso. C'est un sujet qui ne me passionne pas, parce que c'est un sujet pour monomaniaque, que moi je suis un intello, j'aime bien les concepts, et que c'est pas très conceptuel de compter les tibias, tu vois ce que je veux dire? D'idées nauséabondes, c'est pas la même chose que de dire la loi Guesso bride la liberté des chercheurs. C'est pas la même chose. Si tu as des arrière-pensées par rapport à la loi Guesso... Mais le crime d'arrière-pensée n'existe pas. Ah si, si. Non, non, non. Le crime d'arrière-pensée, ça nous ramène à l'URSS, et ça nous ramène à ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les camps. C'est-à-dire que ce qui compte dans une société, c'est ce que tu fais. Voilà, bon. Mais lui a eu au moins l'honnêteté d'y aller, et puis de le faire avec une certaine élégance voltairienne, on va dire. Hein. Voilà. C'est qu'en effet... je vais faire le sale boulot à la télé, puis toi derrière, sur Internet, sur Égalité et Réconciliation, tu dis, regardez, je suis pas invité, c'est bien la preuve que... Donc tout ça va, tu vois, relancer un cycle où c'est peut-être toi qui es le plus futé dans cette histoire, peut-être. Alors il y en a un autre qui a essayé récemment, là, qui est avec un nom d'ailleurs prédestiné, qui s'appelle Salingue, c'est ça? Salingue. Et enfin, Julien Salingue, vous êtes politologue, vous êtes membre de l'association Acrimed, qui signifie Action Critique Média, qui réunit des journalistes, des chercheurs, des universitaires, des acteurs du mouvement social et des usagers des médias. J'avais jamais vu, il a 2 boucles d'oreilles comme la vache qui rit, là, et il a il a commencé d'ailleurs à m'insulter sur Beurre FM. Ce type est un escroc. Alain Soral, c'est une imposture. Les musulmans, pour lui, c'est un marché. C'est absolument pas des gens avec qui il veut construire quoi que ce soit. Et sur son soi-disant antisionisme et sa soi-disant opposition à la politique de l'État d'Israël, c'est une nouvelle escroquerie. Je précise qu'Alain Soral, dans une émission de télévision il y a quelques années, expliquait qu'il n'était ni pro-palestinien, ni pro-israélien, mais français, ce qui en dit long quand même sur son positionnement. Parce que le type se croit pro-immigration ou de gauche, parce qu'il va parler sur Beurre FM. La question que je vais lui poser, c'est si tu allais sur Fudge FM, est-ce que ça ferait de toi un philosémite? Bon, ça n'existe pas, Fudge FM. Mais Beurre FM, à mon avis, c'est déjà... On va parler d'ailleurs de qui finance Beurre FM et qui y a derrière. Ça va être une manière de faire le travail qu'Acrimed ne fait pas jusqu'au bout. Hein, mais moi, je ne serais pas si fier que ça d'aller à Beurre FM en prétendant que je suis du côté des Français d'origine immigrée. Hein. Pour moi, Beurre, c'est une insulte. Hein. Et bon, voilà. Et alors lui, il a fait